Consulex Liège présente hashtag 30 minutes avec. Un mercredi sur deux à 18h. Retrouvez hashtag 30 minutes avec de Consulex Liège. Des interviews de personnalités issues de la communauté étudiante liégeoise. Retrouvez-nous un mercredi sur deux à 18h. Ce podcast est soutenu par l'Université de Liège et Wallonie Entreprendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 30 minutes avec, le nouveau podcast de Consulex, l'ASBL créé par les étudiants pour les étudiants. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Marianne Lejeune, ancienne magistrate à la retraite, ainsi que Jana Ousni, notre ancienne présidente et qui est actuellement membre active. Bonjour à toutes les deux. Bonjour également. Bonjour Nathan. Nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir, Madame Lejeune, pour parler un petit peu de votre parcours, que ce soit à l'université, puis ensuite au niveau plus professionnel. Et je pense que vous aurez pas mal d'anecdotes ou plutôt des réflexions à nous partager sur le monde judiciaire au niveau prospectif. Oui, merci de m'avoir invité et je vais faire ce que je peux pour essayer de vous satisfaire. Merci d'être aussi, oui. parmi nous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? En quelques mots, c'est toujours un peu difficile quand on a une longue carrière, mais je peux tout de même dire que j'ai fait des études de droit à l'Université de Liège, puis 11 ans de barreau, 6 ans au parquet de Namur, parquet du procureur du roi de Namur, et puis j'ai été déléguée au parquet général de Liège, où j'y ai fait toute ma carrière comme substitut du procureur général et comme avocat général, et je l'ai terminé il y a assez peu de temps. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours en tant qu'étudiante à l'Université de Liège ? Après avoir fait mes humanités, je me suis inscrite à la faculté de droit de l'Université de Liège. Et à l'époque, c'était les 2 premières années, c'était des candidatures philo et lettres. Donc j'ai encore fait du latin, de la littérature française, de l'histoire et différents cours à l'université. Après, c'était les doctorats. Et là, dans les doctorats, on voyait vraiment les matières de droit, on nous apprenait à étudier les diverses matières et à les resservir aux professeurs qui donnaient cours ex cathedra. Nous manquions quand même un peu d'exercice pratique, mais nous nous sommes quand même bien débrouillés pour avoir une formation et apprendre donc ce qu'était le droit. C'était une époque quand même assez particulière parce que pendant mes études, non seulement il y a eu mai 68 où nous avons voulu réclamer beaucoup plus d'exercices pratiques et avoir beaucoup plus de possibilités de nous entourer de personnes qui étaient déjà dans la profession. Nous avions aussi nous étudions des matières dont nous savions qu'elles allaient complètement changer, puisque j'ai encore étudié le code de procédure civile alors que le code judiciaire était en préparation. Nous avions également 3 cours d'appel en Belgique et on savait qu'on allait en créer 2 autres. Il y avait donc Gand, Bruxelles et Liège. On allait créer Mons et Anvers, parce que la Cour d'appel d'Anvers n'existant pas, c'était toujours la Cour d'appel de Liège qui traitait à la fois les affaires des provinces d'Anvers et aussi forcément province Namur, province de Liège, germanophone et la province de Luxembourg. Donc nous étions donc trilingues dans le ressort de la Cour d'appel de Liège. Il y avait les juridictions du travail qui étaient en préparation alors que c'était toujours les conseils de prud'homme. Et pendant les études, nous étions quand même assez inquiets de savoir qu'on nous apprenait à étudier, on nous faisait passer des examens et que la matière que nous allions devoir connaître si on se destinait au barreau ou si on se destinait à certaines fonctions n'était plus celle qu'on avait dans les livres que nous étudions à l'université. Mais puisqu'on avait une manière de voir et d'approcher les choses, on s'était dit qu'on étudierait tout correctement et qu'on arriverait bien à s'en sortir. Quelle a été la suite de votre parcours après votre diplôme Après le diplôme, je suis inscrite donc tout de suite au barreau, alors que j'avais fait le choix dans le tronc commun du droit de prendre le droit public et le droit administratif. Je me suis retrouvée chez un patron de stage qui était surtout tourné vers le droit pénal et le droit civil, et par aussi les affaires, les prodéos qu'on devait faire à l'époque. En tant que stagiaire, j'ai surtout traité des affaires pénales et civiles. J'étais après 10 ans de barreau, j'étais
sollicité pour siéger dans des chambres à 3 juges qui n'étaient pas complètes et je me suis alors vu la fonction de juge et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'envisager de changer, de me tourner vers des places de juge. J'ai postulé quelques places de juge, mais puis j'ai vu aussi l'opportunité d'entrer au parquet parce qu'il y avait des places qui se libéraient. Le système n'était pas du tout le même, nous n'avions pas du tout d'examen, nous étions des nominations encore qui dépendaient de la politique et nous dépendions du ministre. Je me suis tournée vers le parquet de Namur. J'ai été nommée en 81 au parquet de Namur, où là, j'ai eu j'ai fait le droit commun, j'ai fait un petit peu la section économique et financière. J'ai fait alors, puisque Namur était chef-lieu de province, j'ai siégé quand même plusieurs reprises en cour d'assises à Namur. Ce qui m'a tourné un peu vers les affaires criminelles. La période était relativement troublée, était relativement difficile, puisque dans les années où je me trouvais à Namur, c'était la période des tueries du Brabant wallon et la période des CCC. Donc la sécurité était importante, les rapports que nous devions avoir avec les gendarmeries, nos gardes au parquet étaient quand même toujours relativement difficiles à faire parce qu'il y avait ces incidents qui se passaient très souvent et le pays était tout de même frappé malheureusement par ces attentats qui ont fait de nombreuses victimes. Et nous avions donc toujours le risque qu'il se passe aussi la même chose sur Namur. Tous les grands magasins étaient sous surveillance policière et il fallait être très vigilant. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas la référence, la période des CCC ? La période des CCC, c'était ce qu'on a appelé les cellules communistes combattantes. C'est donc des personnes qui avaient des idées très précises. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais qui faisaient à différents endroits sauter des marmites à pression. Donc c'était très dérangeant. Finalement, d'ailleurs, il y a eu une catastrophe à Bruxelles, puisqu'il y a eu 1 ou 2 décès à Bruxelles. Et l'enquête se poursuivait. C'est Bruxelles qui menait l'enquête, mais les CCC ont été arrêtés à Namur et ont été condamnés par les autorités judiciaires de Bruxelles. Est-ce que vous avez des affaires marquantes dont vous pouvez nous expliquer ? Toutes les affaires sont marquantes, toutes les affaires laissent des traces. D'abord par le travail qu'elles demandent, ensuite par la rigueur qu'elles demandent également, par le bon sens qu'il faut amener, par le fait aussi de se dire que les personnes qui se présentent devant la justice, pour elles, leur dossier est toujours le plus important. La souffrance des victimes, la souffrance des familles des accusés aussi, le respect de ce que je trouve, j'ai toujours essayé de respecter le plus possible, c'est la présomption d'innocence, parce que sans présomption d'innocence, c'est la fin des démocraties. Donc c'est vraiment très important de réfléchir dans tous les dossiers, de voir si vous avez suffisamment de preuves pour faire condamner quelqu'un, de preuves ou de présomptions graves, précises et concordantes. Il faut savoir que l'aveu comme tel n'est pas une preuve et ne suffit pas. Il faut que ce soit étayé par des éléments matériels. Or maintenant, la science avançant de plus en plus, les moyens techniques aussi, nous sommes aidés quand même dans les parquets par toute une série d'éléments, mais il faut que ces éléments-là soient présents et qu'on ait pu les recueillir. Mais surtout, je dis respecter la présomption d'innocence, et le corollaire de la présomption d'innocence, c'est que si on doute, il faut absolument demander un acquittement quand on requiert au parquet, une fois qu'on n'a pas la conviction de la culpabilité de quelqu'un. Le doute profite à l'accusé. Toujours. Et il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est très beau. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que vous pouvez nous partager votre opinion sur la place de la femme dans la magistrature ? La place de la femme dans la magistrature, ça c'est... commençons d'abord par la place de la femme dans le droit. Il faut savoir que la première femme qui a obtenu un diplôme de docteur en droit est Marie Popelin. Et si je ne me trompe, c'est en 1888,
ou vers les années 1890. Elle a d'ailleurs, là, en 1892, créé la Ligue du droit des femmes, mais elle a pu faire ses études de droit en se battant. Elle avait 37 ans, 37 ou 38 ans, quand elle a été docteur en droit, et elle n'a jamais pu s'inscrire au barreau, elle n'a jamais pu faire le barreau. Ça, c'était déjà une première chose. La place de la femme dans la magistrature, il a aussi fallu attendre plusieurs années pour qu'il y ait des femmes magistrats. Et il y a une mercuriale célèbre d'un procureur général qui trouvait que la femme n'avait vraiment pas sa place dans la magistrature. Nous avons vécu ça. Il faut également savoir que pour que des femmes puissent siéger en cour d'assises, il a fallu attendre 1948. C'est-à-dire que le suffrage universel existe parce que, puisque les jurés sont pris sur les listes des électeurs, il fallait que les femmes puissent voter pour qu'elles puissent être désignées comme jurés d'assises. Maintenant, d'ailleurs, on a encore modifié la loi, ça, je pourrais peut-être en parler un peu tout à l'heure, mais les modifications, on pouvait avoir un jury, ce qui ne se faisait jamais, mais on pouvait avoir un jury composé de 12 femmes ou de 12 hommes. Maintenant, les modifications législatives ont fait qu'on doit nécessairement avoir 8 hommes et 4 femmes, ou on ne peut pas avoir moins que 8 hommes et 4 femmes, ou 8 femmes et 4 hommes, mais sinon vous pouvez avoir 6, mais il faut en tous les cas qu'il y ait au moins dans les jurés effectifs 8 et 4 personnes de chaque sexe. Encore beaucoup de choses à faire pour le rôle de la femme. Ce ne sommes pas... L'égalité s'améliore, mais elle n'est quand même pas parfaite. Mais voilà, nous devons nous battre et on le sait. Vous êtes une fervente défenseuse de la cour d'assises. On sait que c'est une juridiction qui parfois, dans les débats politiques et les débats publics, est amenée à disparaître. Je pense que l'ancien procureur fédéral, Frédéric Van Leu, plaidait justement pour sa suppression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté ? La première chose qu'il faut que je dise, un magistrat de parquet est là pour appliquer la loi. Donc, si la loi avait changé, si la cour d'assises avait été supprimée, même si on a changé, on a permis que les tribunaux correctionnels et les cours d'appel puissent avoir plus d'affaires criminelles qu'avant, je dirais, je défends la cour d'assises. Je défends la cour d'assises parce que j'ai confiance en citoyen. J'ai confiance en son bon sens, en sa réflexion, à la manière dont, quand ils sont groupés à eux 12, qu'ils écoutent les débats, qu'ils ont leur expérience professionnelle propre, qu'ils ont leur vécu, qu'ils ont eu leur souffrance, ils peuvent comprendre la société. Et lorsque on leur amène des dossiers où vous avez des éléments de culpabilité ou des éléments de non-culpabilité, le jury réfléchit. Et j'ai vraiment beaucoup de confiance en eux. Je dirais que je n'ai jamais été déçue. Même s'ils ne m'ont pas toujours suivi forcément, après 24 ou 48 heures, je devais bien dire que leur réflexion et la manière dont ils avaient perçu l'affaire et perçu les débats, je trouvais qu'ils avaient souvent bien jugé. Quand ils ne l'ont d'ailleurs pas bien fait, le recours en cassation, que je n'ai jamais eu à faire, mais que des collègues ont fait, a parfois montré que le jury pouvait s'être trompé, et on refait alors les débats devant une autre cour d'assises qui donne le résultat qu'il faut. Mais je veux dire que nous avons des moyens juridiques pour que vraiment la vérité, la vraie vérité, approche le plus possible de la vérité judiciaire. Et je pense aussi que le jury d'assises pour les victimes, le témoignage des victimes, le témoignage aussi des familles des accusés, c'est important qu'ils soient devant des personnes qui peuvent les écouter, qui peuvent les comprendre, qui peuvent au contraire être tellement heurtées qu'il faut agir dans un sens ou dans un autre, mais j'ai confiance dans le citoyen. Voilà qui fera peut-être taire les 2-3 détracteurs de cette belle juridiction qu'est la cour d'assises. Est-ce qu'il y a des modifications législatives qui sont intervenues durant votre longue carrière que vous aimeriez épingler, ou en tout cas qui étaient appelées de vos voeux, en fait? Oui. Bon, il y a d'abord les premières que j'ai citées dans les études, mais après, il y a encore beaucoup de modifications maintenant. On a tout de même modifié énormément de matières. Vous parliez de la cour d'assises. Il y a
eu des arrêts de la Cour européenne qui ont fait qu'il a fallu motiver les arrêts de cour d'assises et non plus se baser uniquement sur l'intime conviction. Du coup, on a changé aussi certains textes dans la cour d'assises, on a changé le texte du serment. On a également, lorsque les questions étaient posées au jury, on a mis un caractère beaucoup plus subjectif pour poser les circonstances aggravantes à des faits criminels, alors qu'avant on les posait de manière objective. Ça a permis aussi d'adapter mieux les circonstances des faits aux accusés et de moduler les responsabilités, de partager les responsabilités lorsqu'il y avait des co-accusés. On a donc fait pas mal de choses, et vous devez savoir aussi que pour l'instant, il y a un nouveau code pénal, donc beaucoup de modifications législatives depuis avril 2024, et en droit pénal social en mai 2024, il y en a, et ça doit se mettre sur pied, et ça se mettra sur pied en 2026 si... je suppose tout va bien, mais ça, ce sont mes collègues qui s'en occuperont. Ce qui était aussi important, je n'ai probablement pas cité, une des plus importantes modifications législatives qu'on a pu voir, c'était l'importance de la présence de l'avocat lors des auditions, aussi bien dans les commissariats de police que chez les juges d'instruction. Et là, ça permettait éventuellement d'approcher les choses de manière peut-être plus juridique ou plus objectif que ça ne l'était avant, sans vouloir critiquer le moins du monde les circonstances des interrogatoires, mais au contraire en me basant beaucoup plus sur le fait que le prévenu, peut-être parfois un peu dépassé par la situation, reprenait plus de mesures lorsqu'il était accompagné d'un avocat. Vous faites référence à la loi Saldus. À la loi Saldus, oui, effectivement, j'aurais pu le dire tout de suite, mais je trouvais que c'était surtout d'exprimer le fait de la présence de l'avocat. Vous parliez de la modification du code pénal. C'est vrai que la structure a été totalement modifiée, puisqu'avant on avait un triptyque entre les trois types d'infractions, et maintenant ce sont des niveaux. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que vous avez un avis à partager? Absolument pas, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Je réserve du temps et beaucoup de temps pour le prendre. Et voilà. Et comme je n'ai plus de charge de professeur de droit pénal et de procédure pénale, je me dis que j'étudierai ça en se fondant posément, en me demandant quand même parfois conseil aux anciens collègues ou aux avocats. Mais je ne l'ai pas du tout, j'ai pas du tout examiné cela. Vous avez encore 2-3 ans pour l'étudier, donc ça va, vous pouvez faire ça. J'espère avoir un peu plus, quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire également un mot sur, parce que je sais que ça vous tient fort à cœur, votre carrière en tant que professeur. Ah, ça c'est vraiment, je dois dire que la remise en question quand on donne cours, c'est extraordinaire. Vous essayez naturellement de passionner vos étudiants, vous essayez de les former de manière à qu'ils puissent démarrer une carrière et qu'ils fassent une belle carrière et qu'ils y soient heureux. Mais vous avez aussi là le fait que quand vous expliquez quelque chose, ils vous regardent et vous devez vous remettre en question s'ils vous disent « Madame, on n'a pas bien compris ». Donc il y a un rapport avec les étudiants et qui est vraiment formidable. J'ai beaucoup appris d'eux, de leur expérience personnelle. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs toujours des contacts avec les étudiants et qui généralement me donnent leur parcours, leur changement de profession. Et j'ai quand même fait ça pendant plus de 30 ans, mais c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui vous conserve d'ailleurs jeune. Vous restez toujours très très proche de la communauté estudiantine. Oui, tout à fait. Même l'université de Liège. J'ai participé à des défenses de mémoire, en criminologie surtout. J'ai les tournois d'éloquence qui ont été organisés. J'ai parfois été donné, soit avec certains professeurs, il m'est arrivé de faire des réflexions sur des points de droit. C'est agréable. Et puis je trouve que c'est aussi aux anciens à transmettre le peu qu'ils connaissent, de le transmettre aux jeunes et d'espérer qu'ils commenceront leur carrière. J'ai un regret, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est de ne pas avoir été à une époque où j'aurais pu faire un Erasmus et partir à l'étranger. J'ai quand même eu la chance d'aller 1 an à Londres et de voir un peu le droit à Londres, mais pas du tout dans le cadre d'études universitaires. Et quelle est la période pendant toute votre carrière que vous avez peut-être préférée ou qui a été la plus marquante pour vous?
Je crois que j'ai tourné chaque fois les pages de ce que je faisais. J'ai tourné la page du barreau, j'ai tourné la page du parquet, j'ai tourné celle du professorat, et maintenant j'ai tourné celle du parquet général. Et je garde des bons souvenirs de toutes mes parts de carrière, je vais dire. Vous avez un parcours très inspirant. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. En tous les cas, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je me dis peut-être qu'il y a eu des choses que j'aurais dû faire encore mieux, mettre encore plus de... peut-être encore... J'essayais toujours de mettre de l'empathie et de l'humanité auprès des victimes et auprès de justiciables. Mais j'essayais de me remettre aussi en question et d'essayer toujours de bien faire. Mais ce que je retiens, c'est en travaillant beaucoup, en étudiant, en examinant tous les détails et en expliquant et en étant convaincu soi-même qu'on peut convaincre les autres. J'ai une question d'ordre un petit peu plus pratique. Donc, lorsque vous étiez avocate générale, vous avez vu toutes sortes d'affaires. Est-ce que vous arriviez à vous détacher quand vous rentrez chez vous ? Oui, c'est la question. Bon, dans les affaires que j'ai vues, il est évident que quand vous vous retrouvez entre un dossier où il s'agit de l'assassinat d'un ministre d'État, quand vous vous retrouvez dans des dossiers où ce sont des enfants qui ont été séquestrés, enlevés d'abord, séquestrés, violés et assassinés, ce sont des dossiers qui vous touchent beaucoup. Les dossiers de viol, les dossiers aussi, les féminicides, tous les dossiers sont particuliers. Mais je pense qu'on est tellement marqué par son métier, on est tellement marqué quand on est dans la salle d'audience et quand on porte sa toge, qu'on arrive, une fois qu'on l'enlève, à faire une certaine distanciation. Il ne faut pas le faire. Je n'ai jamais été blasée. Je n'ai jamais manqué, je pense, d'études ni de réflexion sur les dossiers. J'ai toujours pesé le pour et le contre et jusqu'à la dernière minute, j'ai toujours réfléchi à me dire, suis-je vraiment bien convaincu de la culpabilité ou de l'innocence ? Car il m'est arrivé de requérir des acquittements quand je n'étais pas convaincu. Mais je crois que c'était pas, je n'ai jamais eu le sentiment que c'était difficile. Je quittais le palais de justice, je quittais la salle d'audience et je retrouvais ma famille et j'essayais d'être disponible pour eux de la meilleure manière qui soit. Vous avez commencé votre parcours universitaire en vous professionnalisant un petit peu au niveau de tout ce qui est matière de droit public et droit administratif. C'était un petit peu vos premiers amours. Oui. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça, de ne peut-être pas avoir Absolument embrassé pas. une carrière au niveau du Conseil d'État ou... Absolument pas. Okay. Absolument pas. Mais je trouvais que c'était peut-être plus intéressant d'avoir autre chose que le droit pénal et le droit civil, parce que justement c'était le changement. Or, dans les années antérieures, avant qu'on ne fasse les réformes du droit et qu'on remette donc le tronc commun plus le choix des matières en dernière année de droit, je trouvais que c'était intéressant de faire du droit public et du droit administratif. Ça changeait un peu, quoi. Et c'est vrai que la structure des études a énormément évolué entre le moment où vous avez étudié ici à l'Université de Liège et maintenant. Vous êtes docteur en droit. Oui. Est-ce que vous avez aussi des réflexions par rapport à ces modifications-là ? Est-ce que le juriste aussi ne devrait pas être un petit peu plus dans la pratique ? On sait que les étudiants ne vont pas souvent au palais de justice, ne vont pas souvent voir des audiences. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regrettez ou au contraire, vous pensez que la formation théorique est essentielle et puis la pratique vient par la suite avec potentiellement un stage en fonction de la carrière que l'étudiant veut embrasser ? Donc, j'étais à l'université entre 65 et 1900, en 1965 et 1970. Il est évident qu'au milieu, vous avez mai 68, et là, c'était les revendications des étudiants d'avoir plus d'exercices pratiques, d'avoir des visites à l'extérieur, de pouvoir aller voir les prisons, aller aux audiences, et que ce soit prévu par le système universitaire, ce qui ne l'était pas. Mais on est tout de même arrivé à ce que les professeurs acceptent d'avoir plus de relations avec les étudiants et se sont créés d'ailleurs des conseils d'étudiants et encore maintenant le rectorat consulte quand même les étudiants beaucoup plus que de notre temps. Il faut savoir qu'en mai 68, le recteur en place qui était en train de faire construire le Sartillement a dû lui démissionner par la pression des étudiants. Voilà, donc les choses ont quand même évolué de cette manière-là.
Oui, c'est vrai que maintenant, les étudiants ont 20% de représentation dans tous les Bien organes sûr. de Nous, on n'avait pas ça. l'université. Donc, c'est Nous vrai que ça, n'avions pas ça. c'est quelque chose que le représentant étudiant d'aujourd'hui doit peut-être garder à l'esprit parfois Oui. dans les débats actuels. On peut se dire un petit peu on a acheté les bases, on a essayé de faire quelque chose. Si, en tout cas, d'avoir été la pionnière de cette Oh, c'est pas la représentation aussi pionnière, intime. on était quand même nombreux. Et là, je dirais filles comme garçons, hein, même s'il n'y avait pas que les filles et on a chacun mis un petit peu une petite pierre à l'édifice pour essayer de faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui hésite à faire le droit? Un étudiant qui hésite à faire le droit, je dirais d'abord qu'il essaye quand même de savoir ce qu'il veut faire. Parce que les juristes, il y en a partout, ou du moins dans pas mal d'endroits. Vous avez des juristes dans les compagnies d'assurance, dans les banques, dans des entreprises. Vous en avez forcément qui sont aussi au barreau, chez les huissiers, les notaires, les avocats, les magistrats. Enfin oui, le barreau, les avocats. Vous avez, il y a les juristes d'entreprise aussi. La police, vous avez quand même pas mal de policiers qui ont une formation en droit. Je dirais que le droit, vous pouvez vous retourner même aussi vers le journalisme. Vous avez toujours la possibilité aussi maintenant de faire des masters complémentaires, que ce soit en informatique, en gestion, en comptabilité. Je pense que la base des études, la connaissance de la société, la connaissance de l'humain est quelque chose que vous trouvez dans la profession, dans les études de droit et dans diverses professions que vous pouvez aborder. J'espère Oui. que cette réponse inspirera les étudiants qui hésitent. Je leur dirais les en tous les éclairera. cas qu'avec bon sens, équité, travail, humanité et empathie, ils peuvent faire le droit. Ce sont de très belles paroles. Et pour terminer cette très belle interview, je vais terminer par une question. Quel conseil donneriez-vous à la Marianne Lejeune de 20 ans avec votre expérience d'aujourd'hui? De travailler encore plus, d'être encore peut-être plus à l'écoute des gens que je l'ai été. Essayer parfois, par certaines réflexions, certaines attitudes, peut-être faire changer le monde. J'ai un regret, naturellement, on le sait, c'est la manière dont le droit à l'intégrité physique et le droit à la vie est bien souvent bafoué. Cette violence qui monte de plus en plus et je crois que je me serais encore beaucoup plus battue pour qu'elle existe le moins possible. Merci beaucoup Marianne Lejeune pour toutes ces belles réponses, Avec plaisir. le partage de votre parcours inspirant. On est très très heureux de vous avoir encore une fois avec nous parce que ce n'est pas la première fois qu'on vous fait intervenir dans le cadre de Non. l'association. Vous avez notamment été fait partie du jury du concours d'éloquence qui a eu lieu l'année dernière. Où je me suis bien amusée et où j'ai découvert, en tous les cas, des étudiants, les 36 étudiants qui avaient présenté le tournoi d'éloquence. J'ai trouvé que la manière dont ils s'étaient épanouis et dont ils avaient pris le sujet très à cœur, c'était vraiment une très belle expérience. Aussi bien dans leurs textes écrits, où il avait fallu les coter, et ceux qu'on a gardés, les 8 qu'on a gardés, c'était vraiment une très très belle, un très beau moment et vraiment je dirais presque une partie de plaisir, même si pour eux c'était beaucoup plus dur que pour moi, mais vraiment, je vous engage fortement à recommencer cette année-ci. C'est prévu normalement au mois d'avril. Et j'encourage les étudiants à le faire, à se lancer, à risquer ça. Même qu'ils soient des sciences politiques, d'éducation physique, de médecine, on avait vraiment toutes les facultés. C'était une très bonne idée de prendre ce côté interfacultaire. On reprendra le même concept cette année. Oui. Et il sera Voilà. même encore mieux. Ça, espérons-le. C'était déjà très bien. J'espère que nos auditeurs se diront qu'une petite graine a été plantée dans leur tête et qu'il est temps de tenter l'art oratoire. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, Jana vous a déjà remercié, mais je ne peux que vous remercier Avec plaisir. à nouveau. Avec plaisir. Vous avez accepté d'être notre première invitée. Je pense que c'est pas toujours évident de venir quand des étudiants tentent un nouveau projet. On ne sait jamais trop comment ça va être construit. Je pense que vous avec la manière dont je m'étais investi dans le corps professoral, c'était ça. Et puis je garde quand même vraiment un très bon souvenir de l'Université de Liège et je pense quand même que c'est grâce à l'Université de Liège que j'ai fait la carrière que j'ai faite.
Merci beaucoup aussi à nos auditeurs qui nous ont écoutés. Vous nous retrouverez bientôt pour l'interview d'un nouvel invité qui n'est pas du tout juriste, et ça c'est intéressant aussi, qui, comme Madame Lejeune, est très intimement liée à la communauté universitaire liégeoise. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous propose de nous retrouver dans un nouvel épisode. Encore merci à Jana également qui a fait l'interview, et merci à Madame Lejeune et à tous nos auditeurs. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Merci aussi. Merci. Au revoir. À bientôt.